Peut-on séparer l'art de l'artiste? Certains estiment que l'œuvre doit être appréciée indépendamment de la personne qui l'a créée. Selon cette perspective, l'art possède une autonomie qui lui permet d'exister et d'être apprécié pour ses propres mérites, sans que la biographie ou les actions de l'artiste n'influencent notre jugement. Cette approche se fonde sur l'idée que l'œuvre, une fois produite, acquiert une existence propre et peut être interprétée de diverses manières, indépendamment des intentions ou de la moralité de son créateur. Ainsi, un tableau, une sculpture ou une composition musicale vivraient leur propre vie, offrant au spectateur une expérience unique, déconnectée de l'identité de l'artiste. D'autres, cependant, soutiennent que l'œuvre est indissociable de l'artiste. Cette vision repose sur l'idée que l'art est une extension de l'individu, reflétant ses pensées, ses émotions et ses convictions. Selon cette perspective, comprendre la vie personnelle de l'artiste enrichit notre appréciation de l'œuvre, car elle nous permet de saisir les nuances, les contextes et les messages sous-adjacents que l'artiste a pu intégrer dans sa création. Par exemple, connaître les luttes personnelles ou les convictions politiques d'un écrivain peut offrir une nouvelle dimension à l'interprétation de ses romans ou de ses essais. Cette dichotomie est d'autant plus complexe lorsque l'artiste est impliqué dans des actions moralement répréhensibles. Devons-nous ignorer ces aspects de leur vie et apprécier uniquement leur art, ou au contraire, ces actions entachent-elles l'œuvre, rendant toute appréciation artistique problématique? Des débats contemporains illustrent cette tension, notamment lorsque les œuvres d'artistes accusés d'agressions sexuelles ou de comportements abusifs sont remis en question. Le mouvement #MeToo a par exemple conduit à reconsidérer la manière dont nous consommons et valorisons l'art de certains individus, en pesant le poids de leurs actions personnelles contre la valeur perçue de leur art. Philosophiquement, cette question touche à des concepts tels que l'intentionnalité, l'authenticité et la réception esthétique. L'intention de l'artiste joue-t-elle un rôle crucial dans la signification de l'œuvre, ou celle-ci acquiert-elle une signification propre, indépendante des désirs et des intentions de son créateur? De plus, la notion d'authenticité est mise à l'épreuve. Une œuvre créée par un artiste, dont les actions sont en contradiction avec les messages véhiculés dans son art, peut-elle être considérée comme authentique? En définitive, la question de séparer ou non l'œuvre de l'artiste n'a pas de réponse définitive. Elle reflète la diversité des perspectives culturelles, éthiques et esthétiques qui existent au sein de nos sociétés. Cette réflexion nous pousse à examiner nos propres valeurs, nos processus de jugement et notre compréhension de l'art, en tant que miroir de l'humanité. Et toi, penses-tu que l'on devrait séparer l'art de l'artiste? Un monde sans mensonge serait-il vivable? Imaginons un monde où chaque individu s'engage à dire la vérité en toutes circonstances, sans exception. Un monde où les mensonges, qu'ils soient grands ou petits, intentionnels ou par omission, sont absents de nos interactions quotidiennes. Cette hypothèse, bien que séduisante, invite à réfléchir sur les implications profondes d'une telle réalité. D'un point de vue social, dire la vérité absolue pourrait renforcer la confiance entre les individus. Sans mensonge, les relations interpersonnelles gagneraient en transparence, éliminant les malentendus et les suspicions. Qu'il s'agisse de gouvernements, des entreprises ou des transparences totales pourraient également engendrer des défis. Les secrets d'État, les informations sensibles ou les stratégies concurrentielles pourraient devenir vulnérables, exposant des données cruciales à des acteurs malveillants. De plus, la divulgation constante de la vérité pourrait alourdir les interactions quotidiennes, les rendant plus complexes et potentiellement moins efficaces. Sur le plan personnel, l'absence de mensonges pourrait simplifier la vie, en éliminant la nécessité de mémoriser des fictions ou de maintenir des façades. Les individus pourraient interagir sans crainte d'être trompés ou de tromper, favorisant l'environnement de la sincérité et de l'authenticité. Cependant, cette réalité pourrait être également accablante. La vérité nue, sans filtre ni atténuation, pourrait être difficile à supporter. Les critiques incessantes, les jugements impitoyables et l'absence de blanc dans les conversations pourraient mener à des tensions émotionnelles et sociales. Les individus pourraient se retrouver confrontés à une honnêteté brutale, difficile à digérer et potentiellement nuisible à l'estime de soi. Philosophiquement, la question de la vérité absolue a longtemps été débattue. Des penseurs comme Emmanuel Kant ont soutenu que la véracité est un devoir moral inconditionnel. Selon lui, mentir est toujours moralement répréhensible, car cela corrompt la capacité morale de l'individu et porte atteinte à une dignité humaine. Kant affirmait que même si un mensonge pouvait sembler justifiable pour protéger quelqu'un, il est en réalité nuisible à la société dans son ensemble,
car il sape la confiance fondamentale nécessaire au bon fonctionnement social. D'un autre côté, des penseurs comme Benjamin Constant ont proposé que des exceptions au devoir de vérité pourraient exister, notamment pour protéger autrui de préjudices inutiles. Selon cette perspective, mentir pourrait être considéré comme un mal nécessaire pour observer le bien-être de la sécurité des individus. En outre, des auteurs comme Montaigne ont réfléchi sur le mensonge en tant que vice, le qualifiant de vilain vice et de maudit vice. Ils mettaient en lumière le rôle de la parole comme moyen de correspondance entre les esprits, suggérant que celui qui fausse la parole trahit la société publique. Cependant, même Montaigne reconnaissait que, dans la vie courante, certains mensonges pouvaient être utiles. Sommes-nous responsables des actions de nos ancêtres? La question de savoir si nous sommes responsables des actions de nos ancêtres invite à une réflexion profonde sur la nature de la responsabilité, de l'identité et de la transmission intergénérationnelle. Traditionnellement, la responsabilité est perçue comme l'obligation de répondre à ses propres actes, en fonction de sa conscience et de sa liberté de choix. Cependant, cette conception est-elle suffisante pour appréhender notre lien avec le passé et les actions de ceux qui nous ont précédés? Philosophiquement, la responsabilité peut être envisagée sous différents angles. Selon l'encyclopédie philosophique, elle englobe 4 sens principaux. Être responsable de ce que l'on est, de nos actions ou omissions, de leurs conséquences, et être responsable de certaines tâches ou personnes. Cette classification met en lumière la complexité de notions, suggérant que la responsabilité ne se limite pas à nos actions immédiates, mais s'étend potentiellement à des domaines plus vastes. De plus, des philosophes tels qu'Hannah Arendt ont introduit l'idée que nous pouvons être responsables de ce que les générations passées ont produit. Cette perspective élargit la responsabilité morale au-delà de l'individu, impliquant une forme de continuité éthique à travers le temps. Ainsi, les actions de nos ancêtres pourraient-elles influencer notre devoir moral envers les générations futures? Par ailleurs, la question de la responsabilité collective mérite d'être examinée. Sommes-nous, en tant que membres d'une société, responsables des injustices commises par nos prédécesseurs? Cette interrogation touche à la notion de mémoire collective et la manière dont les sociétés reconnaissent et assument leur passé. Le philosophe Edgar Morin évoque les cécités de la connaissance et souligne l'importance de la connaissance pertinente pour comprendre notre condition humaine et notre identité terrienne. Cette réflexion suggère que la reconnaissance des erreurs passées est essentielle pour éviter leur répétition et pour assumer une responsabilité partagée. En somme, la question de notre responsabilité envers les actions de nos ancêtres ne trouve pas de réponse simple. Elle nous pousse à reconsidérer les frontières de la responsabilité morale et à réfléchir sur la transmission de valeurs et des erreurs à travers les générations, et à réévaluer notre rôle dans la perpétuation ou la correction des injustices du passé. Cette réflexion est essentielle pour construire une société consciente de son histoire et engagée dans une démarche éthique. Et toi, penses-tu que nous sommes responsables des actions de nos ancêtres ? Faut-il respecter une loi injuste? La question de savoir s'il faut respecter une loi injuste invite à une réflexion profonde sur la relation entre droit et la justice, ainsi que sur le rôle du citoyen dans une société démocratique. Les lois, en tant que normes établies par une autorité compétente, sont censées régir la conduite des individus au sein d'une communauté. Cependant, la notion de justice est subjective et peut varier en fonction des valeurs, des croyances et des contextes culturels. Ainsi, ce qui est perçu comme juste par certains peut être considéré comme injuste par d'autres. Dans une démocratie, les lois sont généralement le reflet de la volonté de la majorité. Cependant, cette majorité peut adopter des lois qui ne protègent pas adéquatement les droits des minorités, ou qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de justice. Par exemple, les lois discriminatoires basées sur la race, le genre ou la religion ont existé dans diverses sociétés, suscitant des débats sur leur légitimité morale. Philosophiquement, cette question renvoie au débat entre le positivisme juridique et le droit naturel. Le positivisme juridique soutient que la validité d'une loi découle de son origine légale, indépendamment de son contenu moral. Ainsi, une loi adoptée conformément aux procédures établies est considérée comme valide, même si elle est perçue comme injuste. En revanche, la théorie du droit naturel postule que les lois doivent être en accord avec des principes moraux universels. Selon cette perspective, une loi injuste n'est pas véritablement une loi, et peut être légitimement contestée.
L'une des préoccupations majeures est le risque que chaque individu ou groupe interprète la justice selon ses propres critères, ce qui pourrait conduire à l'anarchie ou encore à l'instabilité sociale. Si chacun décidait unilatéralement de désobéir aux lois qu'il juge injustes, cela pourrait saper l'ordre social et rendre difficile la coexistence pacifique au sein de la société. C'est pourquoi certains philosophes politiques, comme le contractualisme, suggèrent que les individus acceptent volontairement certaines restrictions de liberté en échange de la protection offerte par l'État. Des figures historiques telles que Henri David Thoreau ont plaidé en faveur de la désobéissance civile face à des lois qu'ils considéraient comme injustes. Thoreau a soutenu que les citoyens ont non seulement le droit, mais aussi le devoir moral de désobéir à des lois qui perpétuent l'injustice, comme l'esclavage ou la guerre. Cependant, cette approche soulève des questions sur la manière de déterminer quelles lois sont injustes et sur les conséquences potentielles de la désobéissance individuelle. De plus, des philosophes comme John Rawls ont introduit le concept de justice comme équité, suggérant que les inégalités sociales et économiques sont acceptables seulement si elles bénéficient aux membres les moins avantagés de la société. Selon cette perspective, une loi qui aggrave les inégalités ou qui ne tient pas compte des besoins des plus vulnérables pourrait être considérée comme injuste. Il est également important de reconsidérer le contexte historique et culturel dans lequel une loi est adoptée. Certaines lois, qui étaient autrefois considérées comme justes, peuvent être perçues comme injustes à la lumière des normes contemporaines. Par exemple, les lois sur la ségrégation raciale aux États-Unis étaient autrefois légales, mais aujourd'hui, elles sont reconnues comme profondément injustes. En fin de compte, la question de savoir si il faut respecter une loi injuste ne trouve pas de réponse simple. Elle nécessite une évaluation critique des lois en vigueur, une réflexion sur les principes moraux sous-adjacents et une considération des implications sociales et personnelles de l'obéissance ou de la désobéissance. Et toi, penses-tu qu'il faut respecter une loi même si elle est injuste ? Peut-on justifier la violence ? Peut-on justifier la violence dans certains cas ? La question de la légitimité de la violence a traversé les âges, interrogeant aussi bien les philosophes que les citoyens. Elle touche au fondement de nos sociétés, à nos valeurs morales et à notre conception de la justice. La violence, entendue comme l'usage de la force physique pour contraindre ou blesser, est généralement perçue négativement. Cependant, des situations particulières ont conduit à s'interroger sur sa justification. Dans l'Antiquité, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, reflétait une approche de la justice fondée sur la réciprocité. Cette règle visait à limiter l'escalade de la violence en restreignant vengeance à offense initiale. Bien que cette pratique puisse sembler barbare aujourd'hui, elle cherchait à instaurer un équilibre et à prévenir des représailles excessives. Au Moyen-Âge, l'Église catholique justifiait parfois la violence au nom de la foi. Les croisades, par exemple, étaient perçues comme des missions divines visant à libérer des lieux saints. Les bûchers de l'Inquisition étaient considérés comme nécessaires pour préserver l'orthodoxie religieuse. Ces actes, bien que violents, étaient justifiés par une conviction profonde en la vérité et en la nécessité de défendre la loi. Max Weber, sociologue du début du XXe siècle, a introduit la notion de violence légitime, en lien avec l'État. Selon lui, l'État détient le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire le droit exclusif d'utiliser la force pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité. Cette perspective suggère que la violence, lorsqu'elle est exercée par les institutions étatiques et dans le respect des lois, peut être considérée comme légitime. Cependant, cette vision est nuancée par des penseurs comme Albert Camus, dans Réflexions sur la guillotine. Camus exprime son opposition à la peine de mort, même lorsqu'elle est appliquée par l'État. Il souligne que la violence d'État, bien qu'elle puisse être légale, n'est pas nécessairement juste. Pour Camus, la fin ne justifie pas les moyens, et recourir à la violence pour punir peut conduire à une escalade de la violence dans la société. De plus, les mouvements sociaux ont parfois recours à la violence pour contester des injustices perçues. Les révolutions, les émeutes et les actes de résistance violente sont souvent motivés par le sentiment que les canaux pacifiques de changement sont inefficaces ou inexistants. Ces actions posent la question de savoir si la violence peut être justifiée lorsqu'elle vise à renverser des systèmes oppressifs ou injustes. Les philosophes ont également débattu de la relation entre violence et morale. Prônent la non-violence et l'usage excessif de la raison pour résoudre les conflits. D'autres, comme Hegel, reconnaissent que la violence peut être un moteur de l'histoire, permettant le dépassement de contradictions sociales et politiques. Cette divergence reflète les tensions entre idéaux moraux et réalités sociales complexes. En somme,
La question de la justification de la violence invite à une réflexion profonde sur nos valeurs collectives et individuelles. Elle nous pousse à examiner les contextes historiques, culturels ou bien sociaux dans lesquels la violence émerge et à évaluer les conséquences de son usage. Sans réponse définitive, ce débat continue de nourrir nos consciences et de façonner nos sociétés. Et toi, penses-tu que l'on peut justifier la violence dans certains cas ? Les émotions sont-elles un frein ou une force ? Les émotions, ces manifestations intérieures qui colorent notre quotidien, ont longtemps été sujettes à de nombreux débats philosophiques. Certains philosophes considèrent les émotions comme des obstacles à la raison, tandis que d'autres les perçoivent comme des guides essentiels de notre expérience humaine. Ces dualités invitent à une réflexion profonde sur leur rôle et leur influence dans nos vies. Historiquement, des penseurs comme René Descartes ont tenté de démystifier les passions humaines. Dans son ouvrage « Les passions de l'âme », Descartes explore les natures des émotions, les identifiant comme des mouvements de l'âme liés aux états corporels. Il suggère que ces passions peuvent perturber la raison, mais qu'une compréhension approfondie des émotions permet de les maîtriser, les transformant ainsi en instruments au service de la pensée rationnelle. Cette perspective met en lumière la possibilité de canaliser les émotions pour qu'elles soutiennent nos processus cognitifs. De l'autre côté du spectre, des philosophes contemporains adoptent une vision plus négative. Ils postulent que les émotions possèdent une valeur informationnelle, reflétant nos évaluations personnelles du monde et de ce qui nous entoure. Selon cette approche, les émotions ne sont pas de simples perturbations de la raison, mais des indicateurs précieux de nos besoins, de nos désirs et de nos valeurs profondes. Elles fournissent des aperçus sur nos priorités et peuvent orienter nos actions de manière significative. Cette perspective invite à reconsidérer les émotions comme des alliés dans la navigation de nos vies complexes. La question de la rationalité des émotions ajoute une couche supplémentaire à cette discussion. Certaines émotions peuvent sembler déconnectées de la réalité ou excessives par rapport aux stimuli qui les déclenchent. Par exemple, une peur irrationnelle d'un objet inoffensif ou bien une tristesse disproportionnée face à une perte mineure. Cette réaction suscite des interrogations sur la manière dont les émotions sont façonnées par nos perceptions et nos interprétations personnelles. Elle souligne la nécessité d'une introspection pour comprendre les origines et les motivations sous-adjacentes de nos ressentis. Le rôle des émotions dans la motivation humaine est également un sujet d'intérêt majeur. Elles agissent comme des moteurs puissants, nous incitant à agir, à éviter certains dangers ou à rechercher des expériences gratifiantes. Sans émotion, nos actions pourraient manquer de direction ou de passion. Cependant, une absence totale de contrôle émotionnel pourrait également conduire à des comportements impulsifs ou destructeurs. Ainsi, la quête d'un équilibre optimal entre écoute de nos émotions et exercice de notre jugement devient essentielle pour une vie épanouie. En somme, les émotions oscillent entre étant perçues comme des freins potentiels à notre rationalité et comme des forces motrices essentielles à notre existence. Plutôt que de catégoriser strictement comme positives ou négatives, il est peut-être plus judicieux de les reconnaître pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des facettes indissociables de notre expérience, méritant compréhension et intégration harmonieuse. Et toi, penses-tu que les émotions sont une force ou bien un frein ? La réalité est-elle physique ou bien mentale ? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles. Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel, et la réalité physique est la seule réalité véritable. Le matérialisme considère que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde.
où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle? Ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique, comme le dit le matérialisme, ou bien mentale, comme le dit l'idéalisme?